J'ai pas de scoop. RATP-Dev n'ira pas sur les cars Macron, bien que elle a des filiales en interurbain, en province. Mais pourquoi nous nous intéressons aux gares routières? Pour deux raisons. D'abord, vous l'avez vu, l'article du 16 août de l'AFP qui a dit, après le lancement des cars Macron, le problème c'est les gares routières, a remis le sujet en haut de la pile et en embarquant les gares routières urbaines, nous étions contents finalement de voir le sujet remis au goût du jour. Et deuxièmement, parce que quand on installe des arrivées de cars interurbains, c'est aussi un problème de transport urbain. J'expliquais tout à l'heure au député que l'arrivée d'un Ouigo TGV à Marne-la-Vallée pose un énorme problème. 10 € pour venir de Lyon, 7 € pour aller à Paris ensuite. Vous voyez un déséquilibre total du prix. Ensuite, 1 heure d'attente pour acheter le ticket et un RER qui va arriver 15 minutes en retard parce qu'il y a 500 voitures, 500 voyageurs avec valise dedans. Donc voilà ce qui se passe quand on ne coordonne pas vraiment l'urbain et l'interurbain. Alors j'en arrive maintenant à nos gares routières. Je vais vous commencer par une histoire que j'aime bien toujours raconter parce que ça, vous avez vu l'histoire de Cologne ou de Stuttgart ou de Ulm où en Allemagne on n'arrive pas à garer des cars grande distance. Eh bien, il nous est arrivé quelque chose comme ça à Paris et sous nos yeux. À Bibliothèque François Mitterrand, en 15 ans, on a créé une station de la ligne 14, on a déplacé la gare du RERC. Tout ça, c'est très bien. Mais quand vous regardez un peu plus près, vous avez cette zone où, d'abord sur le plan, vous n'y comprenez rien. Où sont les terminus du 62, du 89, du 132, du 325? Sur le plan, on ne voit pas, mais quand on va dans la ville, on ne voit pas non plus. Et en fait, voilà, ils sont partout. Ils sont partout et ils sont dispersés dans la ville. Et ah oui, les typographies ont sauté, donc on les voit encore moins sur l'image. C'est pas très grave. On voit une petite bombe là. Voilà. Une bombe blanche là. Non, ah oui, les typos ont sauté. Vraiment, elles ont sauté. Alors, c'est ça qui vraiment est très motivant pour nous parce que ça a été le problème de personne. Ni le STIF, ni la RATP, ni la ville de Paris ne s'en sont vraiment occupés. En disant, on verra après. Le principal, c'était le ferroviaire. Et un problème sans propriétaire, ça ne peut pas être résolu, quoi. C'est une phrase tellement évidente, mais il était à personne, ce problème. Alors, les gares routières dans les villes, ça révèle que, quand vous parlez à un élu d'une gare routière, il dit « Ah non, pas de gare routière ». Le concept est mal nommé, parce que c'est routier. Il n'y a pas de route dans les villes. Il est mal connu, il est mal aimé, il n'est pas ou mal financé, il est mal ou pas géré. Les espaces du bus, quand on va dans les séminaires sur le European Bus Operators Forum ou à l'UITP, ne sont pas dans l'industrie du bus. Vous avez tous les opérateurs de bus, mais vous n'avez jamais de co, jamais un aménageur. Ce n'est pas le même monde. Donc les enjeux, finalement, c'est d'exploiter, j'ai été vraiment impliqué là-dessus, la référence d'école française du tram. Où en France, les trams, on a conçu ces projets de transport également à partir de la ville. Et on a toujours combiné deux demi-projets, un demi-projet de transport et un demi-projet urbain. Pourquoi on ne le fait pas pour les bus? Mon ex-directeur, Rémi Ferrèche, directeur de l'immobilier, n'arrête pas de nous dire « Vous partez que du transport, vous ne prenez pas la ville en compte comme paramètre essentiel. » Bon, on le prend, mais effectivement, dans les faits, je vais vous montrer quelque chose à la fin, je crois que dans notre technique de travail, nous ne le faisons pas vraiment. Alors, panorama des gares routières. Je vous montre d'abord ce tableau. C'est une typologie, je dirais, de présentation. Ce n'est pas une vraie typologie scientifique. Ça permet de voir, de classer un peu les choses. À RATP, nous utilisons un peu plus d'une centaine de lieux qu'on appelle des gares routières ou des espaces d'échange. Il y a ce qui est totalement informel, par exemple Gare de l'Est. Ce n'est pas considéré par le STIF comme une gare routière, et pourtant, il y a 5 terminus de bus, mais ils sont dans la rue. Ensuite, Sucy-Bonneuil ou d'autres, vous avez certes une voirie organisée avec des quais parallèles, mais finalement, on n'y met dessus que des abris classiques, des abris bus, là, de chez Deco.
Et puis, on peut aller plus loin, par exemple à Val-de-Fontenay, où on organise le sol, mais on met une couverture. Et la couverture, c'est un objet architectural qui fait que cette gare va se mettre à exister dans le paysage autrement qu'à Sucy-Bonneuil. Puis en plus, après, on peut aussi construire. À Noisy-le-Grand, on a refait une gare routière juste au-dessus du plateau des voies ferrées. Donc vous avez un bâtiment qui permet à la fois l'accès au RER et l'attente des bus lorsqu'il pleut. Et puis après, il y a ce qui est rare en Île-de-France, qui est le complexe intégré. On n'en a qu'un à La Défense, et il est critiquable. On en avait un autre avant, deux autres, qui étaient Noisy-le-Grand et Nogent-sur-Marne, mais on a préféré fuir le souterrain, alors qu'il aurait été peut-être intéressant d'aménager le souterrain pour les bus. Alors, un petit tour rapide un panorama, bon, un peu pour vous assommer, quoi. Pour vous dire que l'objet gare routière est quelque chose de valable dans le monde. À Kamppi, à Helsinki, à côté de la gare centrale, il y a une station Kamppi, un énorme centre commercial, des bureaux, des hôtels, et dessous, deux gares routières superposées, une d'urbain et une d'interurbain. 150 lignes en terminus à cet endroit-là. J'y reviendrai plus tard. Alors, plus petit, mais tout aussi intégré, à Saint-Hélier, la capitale de Jersey, grand pays. Moi, je faisais du bateau et je voyais toujours des bus devant le port. Vous allez souvent à Jersey pour... Oui. Du bateau, j'ai dit. Du bateau. De la voile. Et en arrivant, un jour, je ne vois plus de bus. Je me dis, où sont les bus ? Et mes amis me disent, mais pourquoi tu cherches les bus ? Je ne sais pas, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait plus de bus. Et je l'ai vu rentrer dans un immeuble. Et voilà. Et bien dedans, il y a comme un petit aéroport, quoi, avec un espace que vous voyez en haut à droite. C'est comme si on attendait un trajet en ferry, oui. Et puis, toute une piste pour les bus. Et c'est totalement intégré. C'est dans un immeuble qui était, paraît-il, un ancien dépôt. Et maintenant, il y a des habitations. Alors, voilà, grand pays la Suisse, grande gare routière, Coire, Ruhr, rabattement des bus urbains, des post-bus, sur un plateau au-dessus de la gare. C'est quand même de l'architecture fière, quoi. C'est pas ça qu'on a en France. Alors Londres. Londres, c'est incroyable. Il y a une sorte de festival qui ne suit pas le même style. Vauxhall, Stratford, North Greenwich, des terminaux de bus qui sont vraiment des résultats, des objets d'architecture, qui sont la fierté de TfL. Mais bizarrement, quand on parle aux Anglais, ils ne sont pas contents du tout. Je n'ai pas su pourquoi, mais visiblement, il y a d'autres problèmes qui font qu'ils ne se sentent pas bien dans ces espaces. Alors, de façon plus modeste, il suffit des fois d'organiser les quais de façon banale, comme vous le devinez là, à Aarau, devant la gare en Suisse, et puis faire un appel très créatif à de l'architecture intéressante pour faire de ce lieu une destination, un spot comme on dit. Faire de telle sorte qu'on regarde maintenant Aarau. Il y a un exemple en France que je vais vous montrer à la fin. Nantes, alors en France il y a eu les tramways, et dans beaucoup de réseaux de tramways, ça a conduit les autorités à réorganiser les réseaux de transport, à les rabattre les bus sur les terminus de tram. Et là à Nantes, un terminal bus extrêmement intéressant, avec un énorme plateau piéton, un peu à la hollandaise, sur lesquels les bus passent, mais les piétons aussi, existent à côté du terminus du tramway, mais je n'ai pas vu vraiment d'énormes trafics, parce que je suppose en grande heure de pointe, il peut y avoir du risque entre les piétons et les bus. Antibes, récent, une gare routière qui a été refaite de façon harmonieuse avec le paysage. Et puis également, c'est pas vraiment une gare routière, c'est presque de l'informel, mais de l'informel à la japonaise. C'est-à-dire que les composants sont vraiment très très soignés. Le départ des cars de nuit de la gare centrale de Tokyo a lieu sur la façade est. Et vous avez des systèmes d'information de très haut niveau, avec des gens qui sont toujours bien rangés, qui attendent, qui vont faire ensuite au moins 7 ou 8 heures de car pour aller au bout du Japon, parce que le train est horriblement cher là-bas. Voilà. Alors, quels axes d'évolution et de progrès ? Après que je vous ai montré tout ça, le choix que j'ai fait, c'est non pas de vous montrer des schémas, des tableaux, mais
de recommencer avec des images du monde, mais chacune de ces images va illustrer un principe d'amélioration des gares routières ou d'enrichissement des gares routières. D'abord, il me semble que le plus important, c'est de réfléchir sur la configuration des gares routières. En interurbain, c'est indispensable parce qu'un temps de battement d'un bus urbain, c'est peut-être 20 minutes, mais d'un car interurbain, ça peut être une nuit. Il faut les mettre quelque part. Vous avez lu l'article de la ville de Bagnolet qui hurle contre les cars qui sont à l'extérieur et dans la rue sur les trottoirs parce que la gare de Roline, c'est trop petite et que peut-être elle est trop chère. Mais en tout cas, il faut bien que tous ces cars qui arrivent dans cette, ça s'appelle la gare centrale internationale de Paris quand même, hein, Bagnolet, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc la gare routière, la gare à réservoir, il me semble que c'est un principe intéressant quand on planifie une ville. Ici, regardez, devant la gare de Berlin Zoologischer Garten, vous avez sur la droite, là, ici, 2 petits quais, là, comme ça, avec des bus. Ok, tout simple. Mais en fait, derrière, il y a une réserve qui s'appelle Hernallee ou Herzallee, qui n'est pas du tout aménagée, mais où on peut mettre peut-être une trentaine de bus urbains. Donc vous voyez, la trace urbaine de ce qui est commercial est faible, mais de ce qui est technique est forte et cachée. Évidemment, Berlin, c'est une ville où il y a de la place. Donc ça, c'est possible. Autre gare routière à réservoir, c'est celle que RATP Dev exploite à Rennes. On l'a visitée, elle est devant la gare SNCF. Et en fait, il y a une surface que vous voyez en haut à droite où il y a un quai où les cars viennent se positionner en épi. Mais derrière, il y a une surface au moins équivalente avec un hangar, vous le voyez en bas à droite, où les cars dorment en fait. Parce que là, c'est les cars régionaux de Ilénou qui sont là. Il faut bien qu'ils soient quelque part. Alors, est-ce que Ilénou a acheté du droit à faire un dépôt là? Mais j'ai bien vu que les espaces étaient partagés avec d'autres compagnies de cars à cet endroit-là. C'est la fonction réservoir, de configurer une gare routière par fonction, une zone technique, une zone commerciale. Bon, après, il y a des façons également de réfléchir différemment. Je sais que les collègues de la RATP sont toujours très, très réticents à réfléchir à ça, mais on va peut-être être obligé d'y aller. C'est de faire des terminobus dynamiques. C'est-à-dire qu'un point de départ, il peut ne pas être consacré définitivement à une ligne. Et ça peut peut-être varier. Alors, à Anvers, si vous allez sur la place Roosevelt, dans le centre, juste à côté de la gare, vous avez une grande place, et vous ne les voyez pas, les bus, parce qu'il y a 4 bosquets d'arbres. Bon, bosquet, c'est pas un bosquet, mais 4 carrés d'arbres avec des bus dedans. Je pense qu'ils n'exploitent pas les 4 en heure creuse. Ils concentrent les départs sur un certain nombre de carrés. Et en heure de pointe, tous les carrés sont exploités. Donc, les affectations sont variables. Alors là, vous avez à la fois à Eindhoven une gare qui est emblématique pour ce qui s'appelle la gare dynamique, parce qu'en plus, il y a une configuration par fonction. À droite, vous avez la photo type Google. Vous avez tous les points de départ qui sont des mini-quais qui sont là, à droite. Et puis derrière, vous avez, en haut sur la photo, vous avez le réservoir qui n'est pas très très grand. Donc on devine le circuit que font les bus, ils font peut-être 2 fois le tour là-dedans, mais la partie dite commerciale, elle est assez réduite. Alors évidemment, on est en Hollande, ce qui fait qu'en hiver, tous les voyageurs attendent sous l'auvent de la gare, et puis quand le bus est annoncé, ils traversent à pied dans la neige, là où les bus passent, mais c'est normal, puisqu'on fait aussi du vélo par moins 10 en Hollande. Bon. Alors, autre axe, la mixité urbain-interurbain, pour la traiter ici, là je ne donne que des solutions monstrueuses, c'est Madrid. Vous voyez en haut à droite, sur la circulaire, ligne 6 du métro de Madrid, les points d'arrivée des autoroutes avec les intercambiadores. Ce sont des complexes souterrains à plusieurs étages. Vous voyez le directory comme un centre commercial avec les différents niveaux. Le métro est au fond. Il y a aussi des parkings en dessous. Et il y a un étage pour les cars interurbains et un étage pour les bus urbains ou suburbains. On commence à voir, en regardant Madrid et en le comparant aussi à
à Helsinki que lorsque le bus ou le moyen routier n'a pas la même place dans les modes de transport dans un pays, tout d'un coup, ces gares-là se mettent à changer de structure. Nous n'aurions pas ça en France, puisque le réseau ferroviaire est plus développé qu'en Espagne. Et en Espagne, autour de Madrid, beaucoup de gens de la troisième couronne arrivent vraiment en car, alors qu'autour de Paris, ce n'est pas le cas. Voilà, à Kamppi, Helsinki, l'étage inférieur, c'est des cars qui arrivent de toute la Finlande. C'est un pays je crois, de 6 millions d'habitants, presque grand comme la France, où on a l'habitude, quand on habite en Laponie, de commander une pièce d'ordinateur, de l'avoir le lendemain par car. Parce que tous les cars sont également des transports de messagerie, comme vous le voyez ici. Là. Vous avez les bagages des voyageurs, mais également la messagerie qui est transportée par ces cars. Et ayant visité cette gare avec l'architecte qui l'a conçue, il m'a expliqué que, on le voyait d'ailleurs à partir du niveau du sol, il y avait des regards qui permettaient de voir. À côté des 2 étages de la gare voyageurs, il y avait la gare messagerie. Donc un car qui arrive de, je ne sais pas où, du nord de la Finlande, dépose ses passagers et leurs bagages, va dans la partie messagerie, dépose la messagerie, reprend de la messagerie, revient dans la partie passager et repart, après un temps de battement assez long. Vous voyez, c'est un système d'organisation d'un autre pays différent, mais qui est lié à l'échelle. On revient à la géographie du pays. Alors, je continue dans les améliorations, dans les enrichissements, dans les modifications que nous allons devoir intégrer dans ce qu'on appelle les gares routières, les fonctions techniques qui vont changer. La recharge des bus. Il y a plusieurs stratégies actuellement, il y a beaucoup de débats. La RATP se dit qu'elle va plutôt charger en dépôt. Mais en fait, pour certaines lignes longues, peut-être qu'il faut du rechargement complémentaire en terminus. Alors en Chine, c'est ça qu'il y a partout. Vous voyez, c'est très informel, mais c'est un vrai terminus. Vous avez le conducteur qui va plugger son truc là. Puis voilà, les voyageurs sont là au milieu. C'est le point de passage entre Zhuhai et Macao. Il y a vraiment beaucoup de monde à certaines heures, mais les équipements sont comme ça, nus. Alors c'est exactement le contraire du prototype du Göteborg, que certains d'entre vous connaissent, qui est une petite merveille d'architecture, certainement chère, qui à l'intérieur de l'université Chalmers. C'est un prototype de station indoor de grande qualité où vous voyez le pantographe qui permet le rechargement, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça la chose qui se voit le plus, c'est que le voyageur, il est bien accueilli dans un endroit qui est vraiment confortable, quoi. Il fait froid en Suède en hiver. Alors, Séoul. Alors là, on rentre dans... Pardon, je voulais rajouter que dans les nouvelles fonctions techniques, ces systèmes de rechargement, ils peuvent peut-être également servir d'autres véhicules que les bus. Et on pourrait dire qu'à certaines heures, peut-être comme Autolib qui permet de charger des véhicules qui ne sont pas des voitures Autolib, on pourrait servir les autres. Donc on se dit que ces gares routières peuvent peut-être devenir des plateformes multifonctionnelles ouvertes aux autres modes de transport, à ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. Et ça, on rentre dans le domaine des services. Alors, les services les plus classiques, c'est les commerces. Alors, bon, il y a l'énorme gare centrale de Séoul, et quand vous lisez la description sur Visit Korea, vous dites, il y a écrit, mais beaucoup de jeunes vont à la gare centrale, même pas pour prendre un bus, parce que c'est leur lieu de sortie. Bon, voilà. Bon, la Défense, la gare routière, c'est peut-être pas un lieu de sortie, Noisy-le-Grand non plus. Même Poitiers, je suis désolé. Alors, on a fait un petit essai, nous vraiment à notre échelle, c'est la petite station Osmose qu'on a essayé à Paris, où on a essayé de mettre des services, bibliothèques, consignes, dans une petite station de bus expérimentale, financée par la Commission européenne. Et on l'a démonté maintenant. Mais les résultats auprès du public étaient extraordinaires. On avait un score soviétique de satisfaction à 98%. Donc, enrichir l'expérience voyageur de celui qui attend par des services est vraiment quelque chose
très intéressant, mais attention, on a eu beaucoup d'enseignements. La solvabilité des acteurs que l'on invite, elle doit être garantie. Le petit marchand de café qui était là, qui m'a dit tu sais, si je gagne que 100 € par jour, je ne reste pas. Bah oui, c'est qu'il faut arriver, on a des belles idées, mais il faut encore que ça fonctionne, quoi, ces commerces. Alors, la fameuse centrale Omnibusbahnhof de Munich, elle est faite pour l'interurbain, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Je suis moins dithyrambique que la personne présidente sur... voilà. Parce que je me suis rendu compte qu'au niveau, à l'étage des autobus, c'était pas terrible. C'est-à-dire que l'étage, le rez-de-chaussée, avec les commerces, les boutiques pour acheter des billets, tout ça c'est bien. On m'a fait visiter en disant « Ah, ce guide gastronomie, et puis je voyais McDo et Vapiano. Mais je me disais « Ah oui, en allemand, gastronomie, ça veut dire restauration. Ça ne veut pas dire gastronomie. » Il y a aussi une discothèque que je n'ai pas essayée, qui est en sous-sol, la nuit. Ah oui, il faut tout essayer. Hein. Mais au niveau -2, mais au niveau -1, sous le bâtiment, là, dans le creux que vous devinez à cet endroit-là, il y a les 29 points de départ car. Mais j'ai trouvé, moi, que, vous voyez en bas à droite, que les voyageurs, finalement, on les habituait à être dans des endroits inconfortables, ouverts à tout vent, pas très bien éclairés, très sombres. Alors, il y a des très belles photos sur le net, parce que c'est l'agence d'architecture qui les a postées. Mais dans la réalité, je n'ai pas réussi à faire de bonnes photos à cet endroit-là, en me disant, heureusement, ils ne payent pas cher, donc c'est ça. Pour eux, c'est un transport qui est compétitif. Bon. Il reste juste 5 minutes pour que le taux de satisfaction ne chute pas trop brutalement. Voilà. Bon, intégration des 2 projets immobiliers, c'est Singapour. Là, c'est pas un grand pays, Singapour, mais les centres commerciaux intègrent des stations de bus, des stations de métro et des espaces commerciaux. Et alors, en matière de qualité architecturale, il y a quand même l'exemple allemand, mais des Central Omnibusbahnhöfe avant que ce soit interurbain. Parce que vous avez en Allemagne le fameux Rendez-vous-Netz, qui est le modèle de réseau en étoile qui revient à un point central des villes moyennes tous les quarts d'heure ou toutes les 10 minutes, ce qui fait qu'il y a échange en un lieu central. Et il y a même une compétition qui s'appelle un concours d'architecture des gares routières allemandes, avec un gagnant chaque année. Donc vous voyez là des réalisations quand même très intéressantes dans des cœurs de ville, dans des paysages historiques. En qualité architecturale, on peut aussi se lâcher. Il y en a qui l'assument, à Slough ou Slough, je ne sais pas comment on prononce, à côté d'une gare du futur Crossrail à Londres, ou à Hoofddorp, dans la banlieue hollandaise de Amsterdam. Alors là, vraiment, il faut assumer, hein, mais c'est quand même des commanditaires qui les ont commandés. Donc, je suppose que par définition, ils les assument. Qualité environnementale, vous allez avoir bientôt une gare routière intéressante à Rueil-Malmaison avec pas mal de verre et pas mal de maîtrise de la relation entre la gare routière et son environnement urbain. Et là, à La Roche-sur-Yon, c'est le fameux exemple que je voulais vous montrer qui était vraiment intéressant, où la mairie a décidé de transformer la place Napoléon centrale en une attraction touristique avec des 4 plans d'eau, avec des machines métalliques, un crocodile, un dromadaire, des flamants roses. Alors, les arrêts de bus qui sont autour, il y a écrit Napoléon crocodile, Napoléon dromadaire, Napoléon flamant rose, je crois. Et vous voyez ici sur le plan ici, les pistes blanches, c'est là où passent les bus. Et vous voyez donc les piétons aussi marchent. Et l'exploitant est une filiale de RATP Dev et le directeur m'a dit non, ça marche très bien. Et quand on met nos 16 bus dedans à 4 fois par jour, il n'y a aucun problème avec les piétons. Insertion urbaine, c'est mon dernier chapitre des progrès. On travaille pour le STIF pour une mission de référencer les recommandations de qualité d'insertion urbaine. Ce n'est pas de la belle architecture peut-être, mais le fait que ça existe depuis toujours dans le ring de Vienne, c'est-à-dire au cœur de Vienne, que le terminus de correspondance de bus et tramway, qui est aussi desservi par une station de métro Volkstheater, ce soit un lieu avec des bancs, des marchands de hot-dog, fleuristes, c'est quand même quelque chose, ça veut dire c'est vraiment ancré dans la ville, quoi. Et tout nouveau, c'est Aix-en-Provence, peut-être parce que c'est une ville qui n'est pas très bien desservie par le train, eh bien, Aix-en-Provence a choisi
une gare routière en cœur de ville, juste à côté, enfin à quelques minutes de la place de la Rotonde. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu une configuration par fonction, une exploitation dynamique, de la mixité urbain-interurbain, des nouvelles fonctions techniques, la mixité transport-service, l'intégration dans l'immobilier, la qualité architecturale, la qualité environnementale, l'insertion urbaine. Eh bien, en fait, il y avait des objectifs derrière qui... Ah, alors là, ça saute. Je suis désolé. Je vais raccourcir mon temps et vous l'aurez peut-être en fait, il y a des objectifs qui sont poursuivis, qui sont derrière, et qui sont ces objectifs qu'il faut mettre dans les cahiers des charges. Et ces objectifs et ces actions se classent en deux catégories, le transport et la ville. C'est-à-dire que servir le transport, c'est très important, c'est essentiel, c'est notre métier, c'est notre vocation dans les acteurs du transport. Mais servir la ville, c'est totalement important, c'est vraiment important. Alors, pour finir, je vais vous dire que en principe de conception, il nous semble que peut-être faudra trouver un nouveau mot pour gare routière, mais pour l'instant on ne l'a pas vraiment trouvé. Les Espagnols, intercambiador, ils ont de la chance. Mais en tout cas, la définition qu'il faudrait assigner à la nouvelle gare routière, c'est une plateforme d'échange destinée au transport et à la ville. Bon, peut-être qu'on ne changera pas de nom, puisque Tramway a été ONI dans les années 70, et aujourd'hui, il n'est plus du tout ONI. Il faut donc viser à construire des projets en mixed use. Et pour le transport, il y a obligation à optimiser l'espace occupé. Je vous ai montré quelques pistes, mutualisation des départs, regroupement des stationnements, minimisation des mouvements. C'est à la fois un hub de véhicules, je me suis trompé de mot, hub de véhicules plus hub de voyageurs plus hub de personnel. C'est ces trois fonctions d'échange qu'il faut qu'on maîtrise en même temps, avec des mixités urbains-interurbains. Et pour la ville, le dégagement des services, le compactage des espaces de transport permet de dégager de l'espace pour les services et les autres mobilités urbaines. Alors, en matière de principe d'action, c'est ça que je voulais vous dire, surtout en matière de technique de travail. Je crois que nous réfléchissons surtout en 2D, avec des plans en masse. Eh bien, quand le monde du transport travaille en 2D et apporte à une collectivité un plan en 2D, ça veut dire vous me piquez mon espace urbain pour vos bus. Eh bien, il faut passer en 3D, il faut concevoir absolument les objets architecturaux en même temps que la circulation des bus qui est réglée en 2D. Et ça, ce serait la preuve qu'on part autant de la ville que du transport. Et évidemment, ça veut dire qu'un diagnostic urbain élargi qui dépasse les questions de mobilité doit être mené à chaque fois que l'on réfléchit sur une gare routière. Et pour ça, il nous semble que la sacro-sainte succession pré-programme, esquisse, programme, avant-projet, programme détaillé, projet définitif, etc., est très longue et peut-être pas très fiable. Et viser des méthodes de co-conception en mettant l'ensemble des acteurs autour d'une table pour arriver à jouer un peu à la pâte à modeler et décider ensemble d'une configuration, ça devrait être essayé. Nous, RATP, on a reçu un budget de la Commission européenne pour essayer cela dans quelques endroits. C'est vraiment de la recherche. J'espère que ça marchera. En conclusion, je pense qu'il faut qu'on redécouvre ce que c'est que les gares routières. Je vous ai montré des cas d'excellence, c'est aussi pour révéler, pour montrer, pour créer du désir. Ce genre d'exposé, je l'ai fait devant des maires qui m'ont tous dit à la fin « Ah, c'est intéressant, si j'avais su. » Voilà, donc ils ne savent pas. En revanche, les modèles économiques, c'est vraiment le sujet central qu'il faut qu'on arrive à viser. Rémi Ferrej, que j'ai déjà cité, me disait « Si tu fais un bilan stricto sensu de la gare routière, peut-être que tu n'y arriveras pas. Il faudrait arriver à intégrer également les économies que tu fais par ailleurs en ayant la gare routière. Parce que si tu ne l'avais pas, tu aurais plein de coûts ailleurs qu'il faut réintégrer. Ça, on ne l'a pas encore fait. Et pour l'Île-de-France, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que le Grand Paris, c'est l'occasion de renouveler la gouvernance des gares routières, puisque on ne peut pas se rater à ce moment-là. Et dernière image pour vous amuser. Voilà. Autre monde, autre culture, São Paulo, New York et surtout Istanbul. L'autogare d'Istanbul. Ce que vous voyez, ce n'est pas des insectes, c'est des cars. Voilà.
Merci beaucoup, Yoka Minagai. On a juste le temps d'une seule question pour que, si jamais il y en a une, qu'elle puisse être posée. Est-ce que quelqu'un a une question? Sachant que vous avez été, comme d'habitude, complet et exhaustif. Donc s'il n'y a pas de question, c'est que le taux de satisfaction est maximal. Merci Yoka Minagai.